Alors je me lève tôt du coup pour avoir ce petit temps tranquille pour moi, pour pouvoir lire. Lire, principalement lire d'ailleurs le matin tranquille, tout seul. Parce que c'est bien d'avoir un endroit à soi où on peut ouais, se ressourcer tranquille. Moi j'aime bien ça, le quotidien. Dans le quotidien. Donc, et puis après, en général, on sait déjà ce qu'on va faire dans la journée. On a déjà prévu la veille ce qu'on va faire. Et puis voilà, là c'est varié quoi. Jardinage, bricolage, retaper des trucs, retaper des outils agricoles. Du coup, tu veux parler de ta maison? Ou je peux le... Quoi dire, oui, si tu veux. C'est toi qui l'as fait? J'ai construite avec. Bah, il y a des gens qui m'ont aidé, sinon c'est moi qui l'ai faite en partie. Avant, j'habitais dans une caravane et puis j'avais un auvent et j'ai agrandi ce auvent et ensuite du auvent j'ai fait une chambre et ensuite j'ai enlevé ma caravane et j'ai fait une deuxième pièce. Donc c'est pas une cabane. C'est un des autres trucs quoi. C'est comment t'arrives à construire en te disant que bon, peut-être que dans 6 mois c'est fini ou dans 3 mois c'est fini. Ça fait qu'on a de toute façon plus construit des trucs un peu à l'arrache à des moments. Puis que bon, tu te dis, bah merde, vu que ça reste, c'est dommage que ce soit à l'arrache parce qu'il va falloir sûrement le reconstruire dans 5 ans. Desprecio a esos ocupas de postal. Entran en casas abiertas por el personal, para encima después no aportar nada y en invierno si falta la luz o el agua desbandada. No entiendo nada, es una actitud pensada, aun teniendo pena renunciar a privilegios para ser coherente con el medio natural, no por ahorrar sino porque es una necesidad vital y aquí sigo vivo sin electricidad. Conozco a clientes de Iberdrola en la mendicidad, gente que no tiene ni para el pan de cada día y anuladas por el shock prolongan su agonía. También están los del doble rasero, ahora soy ocupa, ahora un ciudadano modelo, sí, según convenga, sos del plumero venga, alardes de Ausolán solo hacen que me entretenga, yo vivo con una pareja, el desorden y la libertad, me llevo muy bien con ellas, no les grito y me dejan en paz, sí, vivo con una pareja, el desorden y la libertad, me llevo muy bien con ellas, no les miro y me dejan en paz. Para pintar pancartas, lienzos o murales, si no tienes inquietudes ya no estás en tus cabales. Echarles las obras a los pollos y que engorden, autogestionarnos y en la urbe provocar desorden, liarnos a montar, a soltar, volver a montar, cualquier artilugio que se pueda atornillar. Echar a volar la cometa en días de viento, apreciar estar tan lejos del cemento. Estoy mirando para ocupar qué frase más graciosa, casa demasiado roñosa, entre la tuya es más pomposa. Así cualquiera y de vuelta en primavera, te habrían robado hasta las puertas si yo aquí no estuviera, para verme la escuela foral, picoletos, rateros, payos y gitanos desvalijarían tu cuarto entero. ¿Te enteras? Ocupas de postal fuera. Aprovecháis la buena voluntad del rollo y sus maneras. Vivo con una pareja. El desorden y la libertad. Me llevo muy bien con ellas. No les miro y me dejan en paz. Yo vivo con una pareja. El desorden y la libertad. Me llevo muy bien con ellas. No les miro y me dejan en paz. Ocupas de postal. Bye. Comment je suis arrivée? Bah, par hasard. Mais j'étais à Sciences Po et j'ai claqué la porte un matin où j'en ai vraiment eu marre. Et j'ai claqué la porte sans trop savoir où j'allais. J'ai été faire du stop dans n'importe quelle direction et je suis tombée sur une voiture d'une personne qui m'a dit, qui en écoutant ma situation m'a dit d'aller à la ZAD. Moi j'y connaissais pas grand chose. Hey, salut, t'aurais pas une place pour moi? Hey, t'as l'air un petit peu schlag, ça te dirait d'aller à la ZAD? Moi, ce qui m'a amené à la ZAD, c'est d'abord une inquiétude, une très grande inquiétude sur la prise de conscience du réchauffement climatique.
et donc que les écosystèmes étaient en train de s'effondrer. Et je me suis dirigé vers l'action directe. J'ai bossé pendant 38 ans, jusqu'à ce que ça se termine. On va faire dans le trash. Une collègue de travail, Florence, qui est morte d'une crise cardiaque dans mes bras, au bureau, au boulot. Et ça a été un choc pour moi que le travail salarié tue. Ouais, bah voilà, quoi, tu vois. Avant d'arriver ici, quoi, j'étais donc sur le trottoir, on va dire, à la rue, quoi, tu vois. On ouvrait des squats, à gauche, à droite, dans les quatre coins de la France, quoi. Et puis un jour, il y a des potes qui m'ont dit, ah tiens, il y a un combat ici, c'était en 2012, quoi, juste à la fin de l'opération César. Ils m'ont dit, ouais, viens ici, Padre, et tout, tu vas voir, c'est cool. Il y a un bon mouvement, tout, quoi. Il y a pas mal de choses intéressantes, quoi. Pas mal de revues sur certains sujets, discussions, savoir vivre ensemble, blablabla, tout, quoi. Et puis aussi un combat contre un département et un État, quoi, qui voulait faire un projet stupide, quoi, un aéroport, alors qu'il y avait déjà un aéroport à Nantes. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bah, on est con, quoi, on est bien ici, pourquoi qu'on resterait pas? Je suis parti en Palestine. Ça a été ça a été un peu le choc pour, aussi d'un point de vue politique sur c'est quoi se battre pour un territoire. J'ai grandi dans des lotissements comme ça, de banlieues dortoirs, où personne se croise, personne se voit, tout le monde va au boulot la journée, le soir tu rentres, tu te mets devant la télé. Puis les gens peuvent pas se saquer parce qu'ils se connaissent pas, forcément. Et ça, ce serait le pire. Ce que j'aime ici, c'est que c'est l'inverse de ça, quoi. Moi, je voulais qu'on arrive à penser la ZAD comme une espèce de totalité. Qu'on arrive à trouver des accords, des manières de vivre à l'ensemble des gens qui vivent ici, quoi, et qu'on soit un peu plus soudés, quoi, un peu plus proche d'une communauté. Enfin, c'était mon idée à l'époque. Maintenant, j'ai plus trop envie de faire ça. Déjà parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas franchement envie de s'entendre ou qui n'ont pas envie de se rapprocher plus que ce qu'ils sont proches actuellement, quoi. Du coup, je vais pas le faire à leur place, ça sert à rien, c'est pisser dans un violon, quoi. Et puis, ça amène... peut-être qu'ils sont bien, peut-être que c'est la bonne distance pour pas qu'ils se poutrent la gueule, au final. Disons que la ZAD, elle échappe pas au quotidien du système, mais... si, elle échappe pas aux oppressions du système, mais quand même, on a su en faire quelque chose d'un peu plus lointain. C'est-à-dire qu'il y a du sexisme sur la ZAD, il y a du racisme, il y a plein de trucs, de l'homophobie, gravement, de la transphobie. Enfin, il y a eu plein de trucs qui n'allaient pas. Et aussi, ça se voit dans la mesure où il y a aussi des catégories de personnes qui ne sont pas représentées, par exemple. Donc, est-ce que ça vient du fait qu'il y a une forme d'oppression, ou est-ce que, juste, je sais pas, ces gens n'ont pas envie de venir? Enfin, il y a quelque chose qui n'existait pas. À l'époque où je suis arrivée, c'était vraiment très différent de ce que c'est maintenant. Je pense que les premières choses qui m'ont vraiment frappée, c'est la diversité des types de profils des personnes, de la culture qu'ils avaient, de ce qu'elles portaient. Et c'était ça, moi, que je trouvais très très riche. Qu'il y ait des personnes à la fois qui soient... c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est un exemple vraiment qui est véridique et qui montre bien cette espèce de diversité. C'est d'avoir des véganes antispécistes qui côtoient des paysannes historiques, et avec des conflits, mais en même temps aussi une espèce de richesse que moi je trouvais assez chouette. Et puis il y avait le truc pouvoir vivre sans argent, le non-marché, les cultures collectives, toute cette idée-là un peu anticapitaliste qui m'a pas mal accrochée. Ouais. Ici, avant, il y avait pas mal d'ateliers différents. Et du coup, il y avait une sorte d'université populaire, quoi, où des gens organisaient des petits chantiers ou des petits ateliers sur des thèmes et essayaient de transmettre des connaissances en faisant, façon chantier participatif, etc., mais avec des exigences supérieures propres à la ZAD et à d'autres lieux un peu pareils.
les flics venaient pas, tu vois, c'était comme dans certains quartiers, quoi. C'est-à-dire que tu pouvais avoir des mecs qui sont en course-poursuite depuis 10 bornes avec les keufs, machin, ils arrivaient à l'entrée de la ZAD, les flics freinaient et faisaient demi-tour, quoi. En mode on n'essaye même pas, quoi. Ça nous a permis de créer plein d'activités, de pouvoir planquer des gens aussi. Et du coup, il y avait un peu un sentiment d'invincibilité, quoi. On défiait l'État et on gagnait, quoi. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, ça a permis d'abandonner cet aéroport. La situation est en train de se tendre quelque peu ici, de plus en plus de tirs de lacrymogènes et de fumigènes du côté des forces de l'ordre qui ont averti comme une dernière sommation finalement en expliquant attention, dispersez-vous, nous allons faire usage de la force et la lacrymogène qui est de plus en plus forte ici. Des zadistes qui eux répondent surtout par leur voix, expliquant qu'ils ne sont pas ici pour être violents mais au contraire pour construire leur vie, qui comptent ne rien lâcher et qui tentent évidemment de dissuader les gendarmes de continuer d'avancer, les gendarmes qui sont en train d'encercler les gens qui sont autour de nous. Vous pouvez le voir sur ces images de François Pistrel. Attention, on a un blessé! On a un blessé, calmez-vous s'il vous plaît, un instant, on l'évacue. Non mais regarde l'éclat que ça fait, quoi. Regardez le truc que ça fait, putain. Qui veut du thé? Avant 2018, on savait qu'on ne pouvait pas s'installer à 100%, quoi, tu vois ce que je veux dire. On voulait s'installer à 100% certaines personnes, mais on savait qu'il allait y avoir des emmerdes, quoi, tu vois, avec l'État, quoi, avec les départements, les communes voisines, tout. Moi, c'était dur. Je crois qu'il n'y a personne qui va dire que... Enfin, je sais pas comment on peut le vivre à part de manière traumatisante. En vrai, c'était traumatisant. La moitié de mes potes qui sont partis, et ma maison qui était pétée. C'était dur, mais bon, on était tous dans la même merde, alors le plus dur, c'était pas forcément les expulsions et d'avoir les keufs en face. Le plus dur, c'était pour moi en tout cas, c'était les dissensions internes. L'État, s'il intervient derrière, il passera pour le méchant, quoi. C'était l'idée de montrer que nous, on était prêts au dialogue, et que du coup, si l'État rompt le dialogue, ben, c'est lui qui l'a rompu, quoi. C'est lui qui passe pour le méchant. Bon, au final, il n'en a rien eu à foutre. Il nous a défoncé la gueule en n'ayant rien à foutre de passer pour le méchant, quoi. Ils ont eu raison, enfin, Colomb, quand il a dit que les gens n'entendront plus de parler de Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai. Enfin, je veux dire, on n'est plus... ils parlent plus de nous comme avant. Et moi, tant mieux, j'ai envie de dire. Et ça, je pense que c'était aussi dur à digérer pour pas mal de personnes, de ne plus être sur le devant de la scène et de plus se voir comme les révolutionnaires du moment. Et moi je dis tant mieux parce que déjà c'est plus facile à vivre au quotidien quand il reste. Et puis aussi parce que ça permet à d'autres luttes qu'on parle d'elles, quoi. Sur la ZAD, on est de plus en plus isolés. Ils ont réussi leur coup, quoi, de nous isoler dans des coins, des lieux différents. Après, comme on se connaît depuis quand même pas mal d'années, toutes et tous ici, quoi, on arrive à avoir des contacts, tu vois, à savoir ce qui se passe ou ceci, cela. Mais souvent, quoi, on est un petit peu en retard dans certaines rues où on n'est pas au courant parce qu'on n'a pas tous Internet, on n'a pas tous un email, quoi. Et puis certains n'en veulent pas, ils veulent pas de Facebook, ils veulent pas d'email, ils n'ont pas de téléphone, tout simplement. Parce que c'est un choix de vie aussi. Donc on est un peu isolé. Il y a de temps en temps un manque de coordination et pas de coordination, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Avant, il y avait plus de coordination. Avant, il y avait les agneaux où il y avait toutes ces réunions qui étaient préparées déjà à l'avance, les mois d'avant, tout. Il y avait une autre façon de préparer. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus fermé par la peur aussi de la police, tu vois, les renseignements, je sais pas, les services, quoi, tu vois, policiers. Donc pour l'instant, alors la régularisation est pas encore faite, c'est-à-dire que sur le bâti, on n'a toujours pas assigné de baux, on paye toujours pas de loyer, donc c'est toujours du squat, mais à un moment donné, ça va se régulariser.
Là, c'est un peu particulier, la période, parce que du fait qu'on a gagné contre le projet d'aéroport, l'État exige de nous une régularisation administrative et a les moyens de l'exiger. C'est-à-dire que si on avait refusé cette régularisation administrative, ça aurait été le prétexte, l'argument pour la gendarmerie de détruire, d'expulser toute la ZAD et de détruire tout ce qu'on a patiemment construit, mis en œuvre ici. Pour moi, le squat, ici, ça a été un moyen, pas une fin. Il y avait un fétichisme de l'illégalité totale, quoi. Pour moi, c'est pas un but en soi que de vivre en illégalité totale. Les enjeux politiques sont ailleurs. Et pour moi, il y avait un enjeu politique à penser le squat dans la durée. De toute façon, pour moi, je pouvais pas avoir construit ce truc-là pendant des années et me dire juste, bon, bah, on part juste par pureté politique ou je sais pas trop quoi, je vais laisser tout se faire éclater parce que soit il reste ce qui restait de là, soit on a soit il reste plus rien, enfin tu vois, je sais pas, soit on peut pas passer à une autre phase, soit il faut que tout soit rasé. Et en fait, je peux pas. Je crois que je suis trop. Presque je suis trop économe pour ça. Enfin, je sais pas, il y a un truc vraiment de. Tu te dis, mais putain, on a construit un truc qui est en fait un héritage politique et historique en fait. Et imaginer que ça va disparaître. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Et ben, c'est ce que je disais avec Taz de Hakimbe, là, quand il dit. En fait, il faut prendre des zones, les habiter illégalement de manière comme ça, comme un surgissement qui surprend l'État. Et quand ça devient trop gros, trop visible, l'État les expulse. Et on n'a qu'à reconstruire et ressurgir ailleurs. Sauf que c'est épuisant et qu'en fait, ça marche quand on est... Je pense qu'on le fait une fois ou deux ou trois dans sa vie, mais... Comment imaginer une vie plus ancrée avec des projets plus... Ça empêche par exemple d'investir. Alors investir, c'est un mot qui peut choquer des gens, mais c'est pas non plus un gros mot d'investir. Je veux dire, c'est pas de l'investissement capitaliste dont je parle. C'est par exemple d'acheter un moulin pour faire de la farine, d'acheter des moyens de production autonomes en fait, qui sont des moyens autonomes par rapport au capitalisme, qui nous rendent plus autonomes vis-à-vis du supermarché, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'économie et du monde du travail. Et évidemment que quand on est dans un endroit qui peut se faire expulser et où tout le matériel peut se faire saisir par la police, on est moins encouragé à s'investir et à investir aussi bien du matériel que de s'investir pour, par exemple, prendre soin des lieux dans lesquels on est. Et l'État, quelque part, a gagné, mais nous, quelque part aussi, parce qu'on les emmerde bien, hein, on est quand même une épine. Eux, ils auraient préféré de revendre tout ça à un gros fermage, à une grosse ferme, sachant que, bah, tu vois, derrière, il y a les aides, il y a ceci, cela. Bah, bref, toujours le rapport de la thune, quoi, tu vois. Le capitalisme paysan, quoi. Parce que ça existe, hein, le capitalisme paysan. Tout ce qu'on achète dans nos gamelles que tu as à Lidl ou à Auchan, quoi, ça vient d'où? Ça vient de grosses fermes qui tuent des petites fermes, quoi, des petits fermages, quoi, qui tuent des petits exploitants, qui tuent des petits entrepreneurs, quoi, tu vois, qui ont une boucherie, une boulangerie. C'est eux qui tuent. Et ces paysans-là qui achètent ces 600, 800 hectares participent à ça. Et ensuite, ils se plaignent qu'ils sont mal payés, mais ils se foutent de la gueule du monde, quoi, tu vois. C'est eux les menteurs, quoi. Ils font croire des conneries. Mais c'est clair que t'avais des gens qui voulaient pas la même chose en fait. T'avais des gens qui voulaient rester pirates jusqu'au bout, quitte à se faire défoncer. Et t'avais des gens qui voulaient continuer à faire vivre ce qu'ils avaient construit ici, quitte à faire des compromis. Alors des compromis qu'on estime de façade, quoi, qu'on estime le moins contraignant possible. Enfin, forcément, tu négocies ça, mais voilà. Et du coup, c'était des positions irréconciliables au final. Et en fait, c'est ça qui a fait que... Mais peut-être que si on l'avait pris vraiment des années avant et que chacun s'était positionné plus clairement sur comment il envisageait l'avenir, et peut-être au moins ça aurait fait un truc de genre... Bon alors, toi t'as choisi cette voie-là, moi j'ai choisi cette voie-là, on n'est pas d'accord, mais chacun fait son truc. Et là on a voulu maintenir un truc unitaire jusqu'au bout, alors qu'en fait c'était complètement irréconciliable, quoi. Il faut différents types de... En fait, à chaque début de réunion ou chaque début d'AG, moi je pense qu'il faudrait qu'on se dise là de quoi on va parler, quoi.
Est-ce que ça peut être transversal, mais le savoir dès le début. Est-ce que là, on est plus sur de l'affect, comment on se sent entre nous? Est-ce qu'on est plus sur du politique? Quelle direction on a envie de prendre politiquement dans ce qu'on fait ensemble? Ou stratégique, c'est une réu vraiment, là, on est d'accord sur l'affect et sur le politique, et on parle stratégie. Et des réus, commission logistique, et voilà. Mais quand tu mélanges tout et que tu passes les 4 jusqu'à la logistique pour revenir à l'affect, en fait, tu t'en sors jamais. Il faut avoir un peu de rigueur là-dedans, je trouve, parce que moi, j'ai déjà fait une crise d'épilepsie, quoi, en réu, quoi, tellement c'est insupportable, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, quoi, qui ne comprenaient pas la nouvelle ZAD, quoi, qui s'ouvrait, quoi, tu vois. C'est plus, comme je te disais l'autre fois, maintenant c'est devenu une zone à démerde, quoi, une zone à débrouille, quoi, tu vois. Non, on n'est pas tous... Enfin, les 9/10 des gens ici sont pas paysans ou sont pas au moins déclarés comme paysans, quoi. Il y a 1/10 de personnes qui a signé des conventions d'occupation précaire, après des baux, etc. Enfin bref, des trucs où il y a une quinzaine de personnes qui sont déclarées comme exploitants agricoles, et l'idée c'est que en signant des baux sur les bâtiments et les terres, ils couvrent le reste, quoi. On ne tient pas tellement compte du fait de qui a signé sur quelle terre. Enfin, que la personne qui a signé n'a pas plus de poids juste parce qu'elle a signé, quoi. C'était surtout, c'est pas la ZAD en tant que concept, j'ai du mal parce que ça veut pas dire grand chose. Entre les projets du capitalisme, eux, ils se ressemblent beaucoup, ils se ressemblent tous, c'est les mêmes, ils sont fabriqués à la chaîne. Par contre, les ZAD, à chaque fois, c'est des gens différents, dans un territoire différent, avec des alliés différents. Du coup, c'est des choses radicalement différentes, et les ZAD, pour moi, il y a des ZAD à la limite, mais la ZAD en tant que concept politique d'occupation du territoire, ça n'a pas trop de sens. Mais c'est encore une école de formation, parce qu'on mange bio à certains endroits, enfin que bio, que végétarien. Donc c'est intéressant de voir des gens qui sont capables de faire des vrais repas équilibrés, voilà, avec peu de moyens. L'organisation que ça demande, plus après plein de chantiers retables, plein de chantiers de jardinage. Donc c'est une très bonne école, très très bonne école. Si je peux dire école, je pense que c'est pas galvaudé école. C'est tabou, c'est tabou. Pour quelqu'un qui a été en échec scolaire. Donc automatiquement, le squat ici, c'est pas faisable à 100%, quoi. On le sait, quoi, on l'a compris, quoi. De toute façon, toutes les fermes, tout, quoi. Pour l'instant, on les squatte. Mais à l'avenir, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir justement une location, tu vois, ou un bail. Actuellement, c'est des bails de terre, quoi. Les champs, on arrive à les bailler, quoi. Mais il reste encore toutes les maisons, quoi. Et on est encore des squatteurs. Mais à l'avenir, on peut être expulsable du jour au lendemain, quoi. Il suffit qu'on ait un Premier ministre un peu taré, quoi. Ou trop carré, quoi, tu vois. Et puis qui nous vire comme des malpropres. Ça, c'est faisable, quoi. Tu vois. Même nous, on n'a pas le droit ici d'avoir, tu vois, une caravane ici, ou une yourte, ou je sais pas quoi. Bon, on se le donne le droit parce qu'ils n'ont pas d'autre solution à nous proposer. La mairie ne peut pas nous loger, que ce soit la mairie de la Pâquelée, de Vigneux ou de Notre-Dame, ils ne peuvent pas nous loger. Et puis nous, on a besoin d'être ici, quoi, tu vois. Ensuite, quand il y avait des fermes, ils les ont détruites, il y a eu des logements, ils ont tu vois, voilà, il y a une solution, quoi, mais laquelle, je sais pas. Maintenant, quoi, oui, on peut squatter, on squattera de toute façon s'il faut, quoi. Mais en attendant, quoi, c'est pas ce qu'ils veulent, quoi. Dans la bouche de la majorité des gens, le militantisme, ça se résume aux manifs, à appartenir à des ONG ou des syndicats ou des formes assez traditionnelles de manifestations politiques, quoi. Je pense que ici, c'est un des trucs qui est intéressant, c'est que c'est d'autres façons de faire du militantisme. Alors, le terme militantisme, j'aurais tendance à le voir comme un truc restreint à une partie de tes activités. Tu vois, genre tu fais des choses et puis tu as des activités militantes, quoi. Je dirais plutôt que ce qui est fait ici, c'est pas militant, c'est politique. Et on occulte systématiquement, y compris chaque jour, quand on regarde la météo, en fait on a vu les journaux, etc. On regarde le temps qu'il fait, on veut savoir le temps qu'il fait. Systématiquement, les territoires d'outre-mer sont occultés.
Qui peut me citer les 12 territoires d'outre-mer? Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, 1. La Réunion. 2, 3, Réunion 4. Mayotte. Mayotte, 4,5. Wallis et Futuna, Polynésie, ouais. Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, ça a déjà été dit. Guyane, ok. Oui, très bien. Il en manque encore 2 autres. Voilà en fait les terres australes antarctiques françaises, et puis un autre. Ça rentre dans les TAF. Bon. Les voilà, la Clipperton. Et en fait, en occultant ces territoires, on occulte aussi l'histoire coloniale qui rattache ces territoires et ces populations à la France hexagonale. Donc, pareil, savez-vous quelle part de la biodiversité, JJ ce matin a parlé de la biodiversité à la ZAD, que c'était une des biodiversités les plus cartographiées, si j'ai bien compris, quelle portion de la biodiversité française se trouve dans tous ces territoires-là? 80, ça dépend comment on compte, mais on tourne autour de 83-84%. Et pareil, pour la zone économique maritime, on est à 98%. C'est-à-dire 98% des eaux françaises sont là, à Mayotte, à Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Ce qui a toujours été réel ici, c'est un souci permanent d'expérimentation. Donc voilà, il y a des phases expérimentales, il y a des trucs qu'on essaye qui marchent pas, mais en tout cas s'il n'y avait pas eu ces phases expérimentales, et qui sont parfois douloureuses, qui peuvent mener à des échecs, s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas non plus construit... Enfin, t'es obligé d'essayer pour comprendre ce que c'est de vivre de manière non autoritaire ou le moins autoritaire possible, de manière autogestionnaire. De toute façon, t'es obligé de faire des essais, quoi. Là, j'ai beaucoup parlé des projets sur place, mais il y a quand même la volonté de continuer à participer aux mouvements sociaux, aux luttes dans le coin et internationales, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'y impliquent, quoi. Et que je pense qu'il n'y a vraiment pas la volonté de rester juste aux gens qui habitent là maintenant, quoi. Ça reste ouvert aux gens qui veulent venir découvrir, se poser. Voilà. En ce temps-là, nous vivions ensemble. En ce temps-là, l'amour nous aimait. Heureux destin, quand la vie rassemble ceux qui se ressemblent et qui se cherchaient. En ce temps-là, c'était des voyages. En ce temps-là, nous changions toujours nos horizons, campagnes et villages, grandes villes ou plages, sans changer d'amour. À présent, toute seule, je voyage aussi, je revois campagnes et villages, et parfois devant mon piano, assise, je fredonne cette terre du bel âge. En ce temps-là, ce furent des problèmes vite résolus, sans trop de soucis. Nul ne peut rien contre ceux qui s'aiment et qui trouvent quand même les méchants gentils. En ce temps-là, mais quand donc était-ce? Oh, pas très loin, qu'importe à vrai dire, car désormais, ces beaux jours sincères vivront leur jeunesse dans mon souvenir.